Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le bien-être vecteur d'engagement. C'est une promesse que nous avions faite lors de la présentation des grandes enquêtes Willis Towers Watson en juin dernier. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Anne Cavell, qui est Health and Benefits Leader pour la France et qui va nous expliquer les principaux résultats et les principaux enseignements que nous avons eus sur l'angle du bien-être au travers de ces différentes enquêtes. Anne, bonjour. Bonjour, bienvenue dans ce webinaire. Je suis donc Anne Cavell, je dirige les assurances de personnes chez Gras Savoye Willis Towers Watson et je suis ravie de vous accueillir ce matin pour évoquer le thème du bien-être dans l'entreprise, valeurs d'engagement. Alors juste avant de démarrer, Anne, ce que je te propose, c'est qu'on va rappeler les règles du webinaire. On va te laisser parler et expliquer les différents supports et présenter les différents chiffres. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser par chat dans la fenêtre qui s'affiche en haut à droite de votre écran. On prendra les questions, on essaiera d'y répondre à la fin si on est d'accord. Et sachez d'ores et déjà que l'intégralité de ce webinaire est enregistrée. Si vous voulez le revisionner, il sera disponible dans quelques jours sur nos sites internet. Et bien évidemment, si vous souhaitez avoir le support, il vous sera également adressé à la demande. Ceci étant dit, je laisse maintenant la parole à Anne sur les principaux enseignements de ces études. Alors, tout d'abord, quand on parle de bien-être, finalement, de quoi parle-t-on? Le salarié en état de bien-être, c'est le salarié, mais aussi sa famille, souvent, qui est en bonne santé physique, grâce à un mode de vie sain et équilibré, qui a une stabilité émotionnelle en parvenant à manager son stress et à faire face aux coups durs de l'existence, qui est dans une sécurité financière qui lui permet de ne pas être préoccupé, et enfin, qui est connecté et intégré dans une communauté professionnelle. On observe d'ailleurs dans les entreprises la montée des valeurs liées au bien-être au-delà de la recherche de l'équilibre vie privée-vie professionnelle, avec les notions de mixité, de diversité, de bienveillance, de droit à l'erreur, de droit à la déconnexion, et des initiatives de mentoring et de reverse mentoring entre générations. Beaucoup d'entreprises ont d'ailleurs communiqué dans les rapports annuels sur leurs engagements, dans le cadre de la RSE, sur ces politiques de bien-être des salariés. Alors, les études Willis Towers Watson sur les bénéfices, en quoi consistent-elles? Depuis plus de 10 ans, Willis Towers Watson sondent les employeurs, les salariés et les assureurs sur leur vision et sur leurs préférences en matière de santé, de retraite et d'avantages sociaux. Donc, nous réalisons 3 enquêtes. La première, c'est Benefit Trend Survey, dans laquelle nous interrogeons les employeurs sur leur stratégie, leurs priorités en matière d'avantages sociaux, à la fois sur le court et le moyen terme, de façon à développer une vision de la destination des employeurs, de la direction que prennent les employeurs. Ensuite, Global Benefit Trends Survey, c'est l'enquête par laquelle nous interrogeons les principaux assureurs dans près de 60 pays sur l'inflation des coûts de la santé et les principales causes de la hausse de ces coûts. Et on observe effectivement que les hausses sont très impressionnantes à certains endroits de la planète, ce que Maud Mercier avait expliqué la semaine dernière dans un webinaire qui est disponible. Enfin, la dernière, c'est Global Benefits Attitude Survey, où là, nous interrogeons les salariés pour comprendre leurs préférences en termes de besoins et leur comportement relatif aux avantages sociaux. Justement, sur le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est principalement cette enquête mondiale-là que nous allons restituer, éclairée par Benefit Trends pour avoir en écho le point de vue des employeurs. Donc cette enquête, elle a été faite auprès de 35 000 salariés dans 22 pays, dont près de 1000 en France, dans des sociétés qui comptent plus de 500 salariés localement. Donc, quels sont les points clés? Tout d'abord, on va aborder les points clés qui sont liés au stress et à la santé psychique, et puis on regardera ceux liés à la santé et aux politiques de bien-être. Donc les points clés, les 7 points clés que l'on peut retenir de cette enquête sont les suivants. D'abord, le stress élevé a un impact significatif sur la productivité des salariés, pouvant même aller jusqu'à leur départ et à une augmentation du turnover. Ensuite, dans l'échelle des sources de stress sur lesquelles les salariés répondent, le travail est en tête, indéniablement. Ensuite, le salarié se sent seul face à son stress
et ne recherche l'aide d'un professionnel que lorsque la situation se dégrade vers la dépression, quand on est presque au stade de la dépression. Après, il est préoccupant de constater qu'il est rarement en confiance pour chercher du soutien auprès de son management ou même de ses collègues dans l'entreprise. Pourtant, la santé et le bien-être comptent dans les priorités principales tant pour les employeurs que pour les salariés, comme les chiffres nous l'indiqueront plus tard dans la présentation. Et ensuite, on regardera quelles sont les solutions qu'ont les employeurs. Donc finalement, pour proposer les solutions adaptées, les employeurs ont besoin de comprendre mieux ce qui motive les salariés à s'occuper de leur santé et de leur bien-être. Et enfin, on terminera en constatant que les entreprises qui ont réussi à développer une culture qui encourage la santé et le bien-être de ses salariés obtiennent de meilleurs résultats. Alors ça, Anne, ce sont les principaux enseignements qu'on peut synthétiser sur l'intégralité de ces études. Ouais. Ce qu'on va présenter sont les chiffres France, donc c'est bien une étude française, mais ce qu'on comprend aussi, c'est que toutes ces tendances sont vraiment confortées plus largement au niveau global. Absolument. Et alors, nous avons différents degrés dans cette enquête. On a des chiffres à la fois mondiaux, on a des chiffres par région à l'échelle de la planète, et on a des chiffres France, qui sont intéressants à mettre en perspective à la fois par rapport à des chiffres européens, et par rapport parfois à des chiffres mondiaux d'autres régions, ce que je ferai à quelques moments dans la présentation. Ces chiffres sont disponibles, hein, si vous les souhaitez, n'hésitez pas à formuler une demande, nous pourrons vous adresser l'enquête à d'autres échelles que celle que je vais présenter aujourd'hui. Donc penchons-nous d'abord sur le stress et la santé émotionnelle. Quand on regarde ce premier slide, finalement, la santé psychique, c'est une préoccupation fréquente chez les salariés français, puisque la moitié des salariés français sondés déclarent ressentir un niveau de stress élevé ou supérieur à la moyenne. Ce taux se compare avec un taux européen de 56%, et en Amérique latine, il est à 66%. Donc finalement, 50%, ça nous paraît élevé, mais voilà, c'est pas ce qu'il y a de pire. Le bien-vivre français reste une réalité quand même. Quand on regarde un peu plus dans le détail, qui sont ces salariés qui ont un niveau de stress élevé, on voit que ça touche plus particulièrement les femmes de la plus jeune génération active interrogée. Évidemment, les personnes en difficultés financières, les difficultés financières sont un facteur aggravant de ce haut niveau de stress. Maintenant, plus grave, près d'un salarié sur 3 déclare avoir souffert de stress sévère, d'anxiété ou de dépression au cours des 2 dernières années. Cette fois, c'est plutôt les populations des générations plus âgées qui sont les plus touchées. Le changement permanent, le rythme qui s'accélère, les nouvelles technologies à apprendre sans cesse touchent probablement des générations plus âgées. Peut-être une certaine anxiété aussi vis-à-vis de la retraite qui approche et du financement ou de l'absence de financement suffisant qui a été mis en place par rapport à cette échéance. Et à nouveau, les femmes et les personnes en situation de précarité financière plus touchées. Maintenant, si on fait un focus sur les problématiques liées au mode de vie, et qu'on interroge les salariés les employeurs sur la prévalence des problématiques dans leur entreprise, on s'aperçoit que le stress est de loin la première cause de préoccupation des employeurs quant à la santé morale et psychique des salariés, que ces risques sont en hausse et par contre que moins d'un tiers des employeurs ne prennent des mesures concrètes pour le réduire. Alors ce taux, il est notoirement plus faible que ce qu'on observe en Europe, puisqu'en Europe, il y a 47% des employeurs qui prennent des mesures concrètes pour réduire le stress au travail. Donc la France est un peu en retard sur ce sujet particulier des mesures prises par les employeurs. Alors pourtant, l'impact du stress élevé est mesurable sur la productivité des salariés. On a des chiffres là vraiment concrets où on constate qu'un salarié dans cette situation de stress élevé réduit de plus de 23 jours par an sa contribution dans l'entreprise en cumulant les journées où il est effectivement absent
et celle où il est présent mais sans être efficace. Il est intéressant d'observer aussi que les réponses quant à la question de l'engagement. Le salarié très stressé se déclare désengagé dans 51% des cas, ce qui est 30% de plus que le salarié à faible stress. Donc là, on voit vraiment l'impact sur la motivation du salarié et son engagement dans l'entreprise quand il atteint les niveaux de stress les plus élevés. Alors, le problème de cette situation, c'est que finalement, on est un peu dans un cercle négatif, on est dans un cercle toxique parce que le niveau, la difficulté du salarié qui ressent un haut niveau de stress, c'est qu'il a tendance à évoluer dans un environnement néfaste à sa santé qui est lié à un mode de vie dégradé. Quand on regarde un peu les chiffres, on s'aperçoit que dans 37% des cas, le salarié très stressé se déclare en mauvaise santé. Il dort moins de 7 heures, de façon largement plus fréquente que le salarié qui n'est pas stressé, et il reconnaît avoir une mauvaise alimentation dans 68% des cas. Donc on voit vraiment le cercle négatif, la spirale, qui fait que son mode de vie ne va pas l'aider à améliorer son niveau de stress. Alors, c'est compliqué, Anne, de dire si c'est l'un ou l'autre qui est la cause. En tout cas, ça se cumule. Et en termes de santé générale, le stress est un indicateur d'un gros problème de santé dans l'entreprise. En fait, voilà, on a des cercles vertueux et des cercles négatifs, néfastes. Là, il est clairement établi qu'il y a une espèce de corrélation. Et donc, plus je suis stressée, moins je dors parce que je veux finir ce que je fais, plus je mange mal parce que je ne prends pas le temps de m'arrêter pour manger correctement. Et au final, je fais moins d'exercice, je finis par avoir une santé qui se dégrade. Enfin, c'est malheureux, mais c'est quand même avéré dans beaucoup de cas. Et ça a des conséquences. Alors oui, ça a pas mal de conséquences. Ça touche l'entreprise parce que dans près de la moitié des cas, le salarié très stressé veut quitter son emploi en fait. Il va finir par vouloir échapper à cette situation et quand on lui demande ce qu'il voudrait, en fait il veut partir. Il veut partir, donc ça augmente le turnover, ça augmente les situations de burn-out, ce qui en France se traduit souvent par une demande de rupture conventionnelle et ce qui augmente de façon importante les coûts que cela implique. Alors, quand on demande aux salariés de classer les sources de stress sur une échelle de 5, le travail ressort largement en tête devant les relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, devant la situation financière, la préoccupation financière, et même devant la santé. Et en fait, c'est intéressant quand on regarde la quantité de blogs et de messages de coachs sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux professionnels et toute cette culture des gros cailloux et finalement quels sont les éléments importants dans ma vie et qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est fondamental. On verra que le salarié s'accorde à dire que oui, bien sûr, la santé, le bien-être, c'est essentiel pour lui, mais quand on regarde la source de stress, finalement, c'est toujours le travail qui revient en premier, et de loin devant, bien plus que la santé, ce que je trouve quand même assez étonnant, quoi. C'est assez étonnant que le travail soit mon gros caillou avant ma santé, et voilà, c'est une question qui interroge quand même. Ce qui interroge aussi beaucoup, c'est la façon dont le salarié gère son stress. Ce qu'on constate, c'est que il va souvent, le salarié va peu rechercher de l'aide d'une manière générale. Il ne va aller chercher de l'aide professionnelle extérieure que dans les cas de stress vraiment élevés. La pratique courante, c'est celle de se débrouiller tout seul avec son stress, dans le meilleur des cas par des activités physiques ou de la relaxation. C'est ce qu'on voit dans l'autogestion. En fait, je mets en place des systèmes, des activités qui vont m'aider à réduire mon stress. Mais on constate un autre chiffre un peu préoccupant qui est celui des activités de plaisir immédiat.
Donc, ce qu'on a appelé l'auto-sédentarité, on se referme sur soi-même et finalement, on se fait plaisir tout de suite avec de l'alimentation, de l'alcool, du shopping, je dépense, j'achète des choses neuves, etc. On voit d'ailleurs comment le marché accompagne tout ça en mettant à disposition tous les 15 jours des nouvelles gammes de vêtements, des nouveaux produits. La société de consommation a renouvelé de façon très tentante ce plaisir facile où finalement, je vais dans un grand centre commercial et j'ai 1000 occasions de me faire plaisir et d'apaiser momentanément et rapidement mon stress. Alors un autre constat qui, je trouve là pour le coup pour les employeurs est préoccupant, c'est celui de constater que les salariés ne viennent pas chercher le soutien de leur manager. Il n'y a que 17% des salariés sondés qui vont reconnaître aller chercher du soutien chez leur manager ou dans les services mis à disposition par l'employeur, voire même que 23% auprès des collègues. Donc on voit bien que dans le monde du travail, la confiance n'y est pas, ou du moins pas encore, même auprès des collègues. Par contre, ceux qui ont essayé, ceux qui ont cherché ce soutien, dans 54%, la large majorité, ont trouvé que c'était très efficace et très utile. Donc, qu'est-ce que les employeurs peuvent faire? Finalement, comment aider? Qu'est-ce que les employeurs peuvent faire? La première chose, c'est que les entreprises doivent mettre en place des indicateurs pour mesurer les facteurs de stress de leurs salariés. C'est vraiment la première chose à faire, comme toujours, c'est l'état des lieux, mesurer, comprendre qu'est-ce qui dans mon entreprise est facteur de stress et générateur de stress. Et surtout pour identifier les leviers. Pour commencer, parce qu'ensuite, effectivement, il va falloir apporter le soutien nécessaire. Donc, on a vu que l'engagement des salariés était quand même un peu tributaire de leur niveau de santé, de bien-être dans l'entreprise. Et du coup, pour pouvoir apporter ce soutien, il va déjà falloir avoir compris ce qui se passe. En matière de stress, c'est la dose qui fait le poison. Il y a un niveau de stress qui est positif qui est reconnu, le stress qui crée de l'énergie, que ce soit pour une personne ou pour une équipe. Et le management a un rôle essentiel pour reconnaître ce seuil de stress qui va affecter la qualité du travail et la santé du salarié. De plus en plus, d'entreprises mettent en place des outils et des services pour aider les salariés à faire preuve de plus de résilience face aux agressions du stress. Cela va de faciliter l'accès à des salles de sport, à des séances de massage, de la méditation, de la sophrologie ou des programmes de coaching individuel ou collectif. On observe vraiment de plus en plus d'entreprises qui font le pas de mettre en place ces programmes. La bienveillance autour de ces sujets de difficultés psychiques peut être obtenue par la sensibilisation et la formation des collaborateurs, et surtout du management, l'ambiance générale autour de ces sujets-là, la perception générale autour de ces sujets-là mérite d'être changée. On a fait un gros travail sur le handicap dans l'entreprise. Maintenant, voilà, le travail d'éducation, d'information, de formation des équipes sur ces sujets d'accueil, en fait, d'écoute du stress et du niveau d'anxiété élevé et de troubles psychiques liés à tout ça est important et doit se développer. Et on en attend une vraie amélioration du niveau de confiance des salariés pour se confier pendant qu'il est temps et pour trouver des leviers d'amélioration avant que ce soit trop grave, en fait. L'idée, c'est vraiment d'aller accompagner, d'aller réduire le stress avant qu'on soit arrivé dans les seuils élevés qui entraînent les solutions extrêmes de dépression, de burn-out, de départ, de turnover. Alors là, Anne, on vient de balayer tout ce qui était un peu le mal-être avec l'impact du stress sur le travail et puis sur les conséquences économiques, notamment pour l'entreprise. D'un point de vue un peu plus positif, comment est-ce qu'on peut améliorer le bien-être dans l'entreprise et quels sont les principaux enseignements que ces enquêtes ont pu apporter? Alors en fait, je dirais que c'est déjà positif tout ce qu'on vient de dire là, parce que certes, on a commencé par le plus grave, mais on voit dans les conclusions apportées dans les pistes données aux employeurs que les enquêtes nous donnent bien des idées quand même. On a des pistes avec lesquelles accompagner les entreprises, on a des pistes, on a des services, des choses sont possibles quand même, le décor se précise.
Maintenant, si on regarde l'importance de la santé et du bien-être au travail, à la fois du point de vue des salariés et du côté des employeurs. Donc même si, comme on vient de le voir, le travail est la plus grande source de stress des salariés interrogés, ils déclarent quand même que leur santé est une priorité dans leur vie. 42% d'entre eux pensent même que leur employeur a un rôle à jouer pour les encourager à adopter un mode de vie plus sain. Donc il y a un vrai engagement des salariés à dire « oui, mon patron doit m'aider ». Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Alors, la bonne nouvelle, déjà pour commencer, c'est que les employeurs sont très conscients de leur rôle dans l'amélioration du bien-être au travail. On observe dans nos enquêtes que santé et bien-être sont le sujet sur lequel les entreprises veulent se concentrer sur les 3 prochaines années. Au moment de cette enquête en fin 2017, 60% des entreprises déclaraient avoir mis à disposition des offres de bien-être, mais sans stratégie formelle sur la proposition de valeur qui sous-tend ces programmes. Il est intéressant d'observer que personne n'imaginait ne pas avoir de stratégie sur ces sujets à horizon de 3 ans. Le chiffre 60-0, il est vraiment rigolo parce que, on n'a pas de stratégie, mais il est évident que dans 3 ans, on en aura une. Il n'y a personne qui n'imagine ne pas en avoir. Ensuite, les employeurs sont aussi conscients de l'insuffisance de la communication sur ce qui existe et de la nécessité d'améliorer la connaissance et la compréhension des salariés sur ce qui est proposé pour une meilleure adhésion à ces programmes. Enfin, tout à droite, 60% des entreprises ont prévu à 3 ans d'utiliser une telle stratégie, cette fameuse stratégie, pour se différencier de leurs concurrents et retenir les talents. Quand on observe en Asie, ce chiffre monte à 73%. Donc on voit qu'il y a vraiment une intention de faire quelque chose, de faire en sorte que non seulement on mette en place des programmes qui soient compris, qui soient populaires, qui soient utilisés, et qui soient meilleurs que celui de mes concurrents, Donc en France, c'est 60% des entreprises, en Asie 73%, donc on ressent une vraie volonté d'engagement sur ce sujet. En conclusion, dans cette période de bataille du talent et de recherche de solutions pour retenir et fidéliser les plus jeunes générations, 72% des employeurs français pensent qu'accroître l'engagement des salariés sur leur santé et leur bien-être au travail est une priorité clé sur les 3 prochaines années. Alors, si on se place de l'autre côté, que perçoivent les salariés des initiatives de leur employeur ? Nous avions vu dans la conférence du 5 juin dernier comment le salarié devenait un consommateur et attendait de son employeur une personnalisation des avantages sociaux et des offres mises à sa disposition. Alors, dans l'enquête, là, on voit que 55% d'entre eux voient bien comment leur entreprise cherche à développer les programmes de santé et de bien-être et à trouver des stratégies pour encourager les salariés à modifier leur comportement vers des pratiques plus saines. 47% reconnaissent que leur employeur se soucie d'améliorer leur sécurité matérielle et leur retraite. Je le redirai à la fin, mais on a un webinar prévu le 23 octobre à 11h30 sur ce thème précis, donc la retraite et le bien-être financier au cœur des attentes des salariés. Donc, si vous ne vous êtes pas encore inscrit, il est temps de le faire. On a vraiment un focus intéressant sur ce thème-là. Puis alors, il est vraiment d'actualité en France en ce moment, si je puis me permettre. Voilà. Par contre, si on revient à ce slide, le point critique, c'est que seulement 37% des salariés estiment que l'entreprise a entendu leurs attentes en termes de choix et de flexibilité proposée. Et donc, on est vraiment encore loin de cette personnalisation. En attendant, les initiatives déjà mises en place par les employeurs sont-elles appréciées des salariés? Alors là, on s'est livré à un exercice de ranger finalement les salariés interrogés en 3 catégories. On a 3 profils qui se dégagent, les engagés. Donc les engagés, c'est ceux qui vont reconnaître un rôle à l'entreprise
qui vont le soutenir et qui sont même prêts à payer pour obtenir des services qui vont les aider dans leur santé, leur bien-être. Donc là, on y va un peu fort. Dans l'ensemble, en France, on voit qu'on en a assez peu. Et ceux qu'on a, les vrais engagés, c'est évidemment plutôt les jeunes générations qui apprécient le côté ludique et convivial de ce type d'offres mises à disposition par l'employeur. Ensuite, complètement de l'autre côté, on a les résistants. Alors, les résistants, c'est ceux qui sont clairement mal à l'aise avec les messages de l'employeur sur ces sujets. On a d'autres, dans une heure, on n'a pas pu mettre tous les slides de tous les chiffres que nous avions, mais on a d'autres chiffres qui nous indiquent que, d'une manière générale, les salariés sont en attente que l'employeur propose des choses. Par contre, ils sont tous extrêmement réticents à ce que l'employeur vienne donner des messages personnels, vienne se mêler plus en détail avec des messages personnels sur la façon dont les salariés vont utiliser les programmes. Bon, pour ce qui concerne les résistants, en fait, ils ne voudraient même pas que l'employeur s'en mêle du tout. En fait, ils n'attendent pas de l'employeur et en tout cas, ils ne soutiennent pas les démarches de l'employeur sur ce thème-là. Pour une très large partie, quand même, on a les hésitants. Donc, les hésitants, ils sont d'accord pour que l'employeur s'implique sur les sujets de santé. Ils sont en attente, ils sont attentistes par rapport à une démarche de l'employeur. Par contre, ils sont un peu inquiets sur les limites qu'il ne faudrait pas franchir. C'est ce que je disais par rapport au chiffre de tout à l'heure. On voudrait que l'employeur fasse des choses, mais attention à ne pas m'envahir, très inquiet. Je veux dire, on voit en ce moment avec la RGPD la frilosité des Français et de l'entreprise au sein de l'Europe sur tout ce qui concerne les données personnelles. Et on a l'habitude avec les partenaires sociaux d'une réaction quasi épidermique immédiate sur « oulala, oulala, oulala ». Qu'est-ce que l'employeur vient faire sur le terrain de ma santé et de mon bien-être? Mais alors, si jamais j'utilise un service mis à disposition, mon employeur va savoir et comment est-ce qu'il va garder cette information? Est-ce qu'il va avoir accès à cette information? Comment il va pouvoir la stocker, etc. Donc, on ressent quand même une vraie crainte et elle se révèle totalement dans les chiffres qu'on a dans les enquêtes. Maintenant, si on regarde le niveau d'adhésion à ce qui est proposé par rapport à ces fameuses catégories, on s'aperçoit d'abord que le niveau d'adhésion aux initiatives varie beaucoup, à la fois de par la posture initiale du salarié face au rôle de l'employeur, donc par rapport à la façon dont il accueille le fait que l'employeur mette en place ou pas au sein de l'entreprise ce type d'initiative. Et ensuite, on s'aperçoit que le taux de participation varie quand même pas mal selon la nature des offres proposées. On voit que les bilans de santé, par exemple, sont assez populaires, quel que soit le profil du salarié finalement, parce qu'entre 50 et 61%, bon, quel que soit le profil du salarié, les bilans de santé, c'est quelque chose qui est maintenant assez bien accueilli par les entreprises, ça existe depuis très longtemps, ça choque plus personne, et voire même c'est attendu, je veux dire, dans les équipes de cadres ou de cadres dirigeants, c'est quelque chose qui est vraiment attendu. On espère avoir un bilan pris en charge par l'employeur, et surtout mis en œuvre dans des conditions confortables pour les cadres, particulièrement les cadres dirigeants, où l'entreprise va mettre à disposition des bilans de santé dans un environnement agréable, dans un temps très limité, où ça va permettre de faire un bilan très rapide en ayant accès à des bons médecins, dans un endroit facile tout d'un seul coup. Par contre, quand on regarde les initiatives pour une vie plus saine, où les activités sur site trouvent un bien meilleur accueil, là pour le coup, les activités quand elles sont sur site trouvent un bien meilleur accueil auprès des salariés de la catégorie dite engagée. Et là, on voit l'écart. Hein. On voit l'écart entre, on passe du simple au double, entre le salarié engagé et le salarié résistant. Quant aux initiatives de vie plus saine et les activités proposées sur site, là on voit vraiment ceux qui osent et ceux qui n'osent pas, ceux qui sont friands ou pas.
l'écart est très significatif. Et cela nous amène à la question de savoir ce que les employeurs peuvent faire pour faire évoluer l'environnement de travail qui est offert à leurs salariés. Comment est-ce que la culture de l'entreprise favorise ou non la santé et le bien-être? Déjà, il y a un premier chiffre qui saute aux yeux, c'est le 59% du milieu, où il ressort maintenant une forte appétence exprimée du salarié pour la flexibilité. 59% des salariés qui bénéficient de flexibilité, qui trouvent que cela répond à leurs besoins. Donc, ils sont contents, en fait. Ça nous amène au salarié qui est content. Alors, Anne, ça, la flexibilité, ça signifie quoi concrètement? Alors, concrètement, on a vu se multiplier les accords de télétravail, l'assouplissement des plages horaires, et le message est très clair. C'est une direction qui est favorisée, valorisée par les salariés. Vraiment, ça se propage maintenant dans la plupart des entreprises, et le salarié, vraiment, y accorde beaucoup d'importance. Hein. Avoir le choix, avoir plus de liberté, plus de flexibilité, c'est quelque chose d'essentiel. Par contre, à l'inverse, les salariés ne sentent pas un soutien actif de leur manager concernant leur santé. Ça, c'est les 26% de gauche, et ils ne reconnaissent pas les ressources mises à disposition par l'employeur pour les aider à mieux gérer leur santé. Donc ça, voilà, on sent que là, il y a vraiment des marges de progrès. À la fois sur l'attitude du management et sur voilà, les outils, les ressources, ce qui est mis à disposition. Là, on a essayé de mesurer l'importance de la géolocalisation du service quant à l'appréciation du salarié. Et en fait, sur les 3 exemples de services qui sont proposés par l'entreprise, qu'on a étudiés là et qu'on a mesurés, que sont la crèche, les soins médicaux ou les activités de bien-être. Quand je dis activités de bien-être, hein, ça peut être ce qu'on a dit tout à l'heure, ça peut être voilà, des cours de sophrologie, des cours de sport, ça peut être le sport mis à disposition, des appareils de sport mis à disposition sur place, ça peut être des cours alimentaires, des prestations de ce type-là. Il est flagrant que la valorisation de l'offre n'a rien à voir selon qu'elle est mise à disposition sur le lieu de travail ou à proximité du lieu de travail ou ailleurs. Par exemple, le salarié considère que les initiatives pour améliorer son bien-être répondent à ses besoins dans 54% des cas. C'est le chiffre en bas à gauche, dans le carré en bas à gauche, lorsqu'elles sont proposées sur site, sur son lieu de travail ou à toute proximité, et ce taux chute à 17% si elles sont proposées en dehors du lieu de travail. Donc on voit vraiment la pertinence d'offrir sur site des prestations pour qu'elles soient valorisées et pour que les salariés adhèrent au programme que propose l'entreprise. Et on voit notamment sur ce slide qu'en fonction de l'appréciation des salariés sur les différents services, hein, mon employeur promeut un environnement de travail sain, ou voire à l'autre extrême des gens qui sont consommateurs d'applications mobiles, l'appréciation change également. Donc effectivement, c'est intéressant en termes d'actions possibles. Les applications mobiles dont on a parfois le sentiment qu'elles ne servent pas, améliorent quand même le sentiment de satisfaction par rapport aux services proposés. Tout à fait, et on voit que les grands consommateurs d'applications sont souvent à nouveau les plus jeunes générations. Et voilà. Et là, on voit que à vrai dire, non, c'est pas ça qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est que les utilisateurs, les consommateurs d'applis et de technologies digitales, au contraire, réduisent la différence entre le fait que le service est fourni sur place ou qu'il est fourni à distance. Voilà, la digitalisation, le service virtuel, on va dire, digital, il réduit en fait cet impact de l'utilisation, de la proximité du service. Alors, en conclusion de toutes ces enquêtes et de tous ces chiffres, quelles sont les directions que peuvent prendre les employeurs
pour améliorer la perception des salariés, pour améliorer leur engagement dans les programmes proposés. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut proposer et comment améliorer l'engagement des salariés? On a vu tout à l'heure ce chiffre impressionnant hein, de 60% des employeurs qui allaient bâtir une stratégie à horizon 3 ans pour améliorer la santé et le bien-être des salariés. Et quels sont les axes de réflexion qui se dégagent? Alors, d'abord, le tout premier, c'est de trouver une cohérence, d'améliorer la confiance quant au rôle de l'employeur et du management. D'avoir la perception que l'employeur est dans une situation d'aider les salariés à mieux gérer leur stress et leur santé et leur bien-être, d'avoir une meilleure conscience de ces difficultés rencontrées dans le monde du travail et d'adresser, je suis désolée, c'est vraiment un mot anglais francisé, mais il s'utilise de plus en plus souvent, de traiter cette question d'inquiétude quant à la confidentialité. On doit élever le niveau de confiance, c'est vraiment la première chose qu'il faut faire. La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte qu'on a des typologies de salariés qui n'attendent pas les mêmes choses, qui n'ont pas les mêmes problèmes, et qu'on doit en fait segmenter d'abord la compréhension qu'on a des problèmes et des difficultés rencontrées par les différents groupes, et ensuite mettre en œuvre et autoriser chaque groupe à poursuivre ses propres objectifs de santé personnelle. Donc évidemment, il y en a certains qui vont vouloir un accès à des douches pour aller courir à l'heure du déjeuner, il y en a d'autres qui vont apprécier les séances de sophrologie ou de méditation, et puis il y en a qui feront les deux. Donc le rôle de l'employeur, c'est vraiment d'autoriser, d'accompagner, de favoriser une différenciation, là encore une flexibilité sur les besoins et sur l'accompagnement de ces besoins. Ensuite, on doit obtenir un soutien clair du leadership. C'est-à-dire que si on ne passe pas par un message clair, une promotion claire top-down, s'il n'y a pas vraiment une appropriation des messages par les dirigeants, par les managers des programmes proposés par l'entreprise, finalement les salariés ne vont pas y aller. Ils ne vont pas oser y aller, ils ne vont pas penser que c'est important, ils ne vont pas se sentir encouragés à y aller, ils vont se dire oh, bah, l'employeur fait ça pour cocher une case, mais finalement ils n'y croient pas vraiment. Et du coup, voire même ça rejoint le sujet de l'inquiétude, ils ne vont pas oser prendre du temps pour le faire en pensant que ça n'est pas valorisé par l'employeur, ça n'est pas valorisé par le leadership. Donc le message de soutien du leadership, c'est vraiment très important. Après, tirer profit de la technologie. Parce qu'on se rend compte quand même que de plus en plus de salariés utilisent des outils et de la technologie. Aux États-Unis, et je pense que le chiffre des jeunes générations est le même, on a 59% des salariés qui déclarent utiliser un outil, une app, une technologie connectée pour aider à gérer leur santé. Que ce soit le poids, le sommeil, l'activité physique, l'eau, voilà, les différents paramètres que l'on peut mesurer, on se rend compte vraiment que c'est quelque chose. Alors il y a un effet de mode, certainement, mais la mode commence à durer, à s'inscrire dans le temps. Et aujourd'hui, on voit que quand 59% des salariés déclarent s'en servir de façon régulière, eh bien, et quand on voit le nombre de salariés qui ont des montres connectées, qui est donc vraiment un appareil qu'on a vraiment sur soi tout le temps, on voit que c'est une tendance ou une mode qui commence à s'inscrire vraiment dans la durée. Et donc, il faut tirer profit de cette technologie. On voit aussi de plus en plus d'employeurs qui offrent à leurs salariés des applis ou des gadgets connectés. Et donc, voilà, c'est une tendance à laquelle il faut réfléchir, il faut voir comment le favoriser dans l'entreprise. Enfin, l'environnement général de travail. Le lieu de travail est essentiel pour la réussite de toutes ces initiatives. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place un tas d'expériences, enfin un tas de services, un tas de propositions. Si l'environnement dans lequel le salarié évolue ne change pas, eh ben, les résultats sont assez décevants. Et donc on parle de plus en plus d'employee experience, de l'expérience du salarié. Et on se rend compte que le salarié, si on revient sur
salarié consommateur, presque ce client qu'on cherche à attirer, à retenir, eh bien, on doit développer pour lui une ambiance de travail, un environnement bienveillant dans lequel il est content d'évoluer, dans lequel il a envie de rester, parce qu'il se sent bien, parce qu'il est connecté, parce qu'il est intégré dans une communauté professionnelle. Donc voilà les pistes qu'on peut résumer, voilà les idées à notre disposition. Et j'espère que voilà, ces chiffres vous ont éclairé, ces propositions rejoignent celles que vous êtes déjà en train de mettre en œuvre. Et nous sommes à votre disposition pour vous aider à réfléchir plus avant ou à avoir d'autres éléments qui pourraient être utiles. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer maintenant aux questions-réponses que nous avons reçues. Alors, la première, Anne, c'est comment obtenir les différents éléments, les chiffres dont tu parles et que tu as présentés de manière assez rapide. Est-ce que je dois contacter mon chargé de clientèle habituel ou il y a un point de contact en particulier que je peux appeler pour obtenir un peu plus d'informations? Alors oui, cette proposition me paraît être la meilleure. J'imagine que vous avez des interlocuteurs chez Gras Savoye ou Willis Towers Watson. Je ne sais pas si parmi les personnes qui nous écoutent, il n'y a que des clients ou si nous avons aussi des personnes qui pensent être clientes bientôt. Pour ces personnes-là qui n'auraient éventuellement pas de contact, n'hésitez pas à m'écrire à moi directement. Je m'appelle Anne Cavelle. Vous pouvez me joindre à l'adresse très simple de anne.cavelle avec un C @grassavoie.com et je serai absolument ravie d'envoyer les éléments qui vous intéressent ou même mieux de vous rappeler et de voir comment vous aider sur ces différents sujets. Évidemment, c'est valable aussi pour nos clients. N'hésitez pas à me contacter directement si vous avez besoin. Alors, sachez effectivement que si vous souhaitez également, sans forcément appeler Anne Cavelle, vous pouvez aller directement sur le site internet et récupérer via une demande, il y a un formulaire que vous pouvez utiliser et vous retrouverez d'ailleurs tous les webinars et les différents billets de blog qui alimentent un peu la réflexion de Willis Towers Watson sur ce sujet. Une autre question qui nous est posée par des gens qui nous écoutent. Anne, alors, on entend d'un côté que les salariés attendent de leur employeur qu'il fasse quelque chose. On entend de l'autre côté qu'ils trouvent que le management, d'un côté, n'est pas forcément extrêmement engagé dans cette démarche de bien-être en santé et que les outils sont moyennement appréciés. Alors moi, comment je démarre? Quelle est la démarche en fait que je peux mettre et comment Willis Towers Watson peut m'aider à travers les offres et les différents aspects qu'on pourrait imaginer? Alors, je pense qu'on a dans la synthèse vu un certain nombre d'éléments. Comment je démarre? L'écoute, la mesure de l'engagement, l'interrogation, le diagnostic. Si je regarde, voilà, si on parle d'offres et de questionnement, qu'est-ce que Willis Towers Watson propose, on a des enquêtes Pulse extraordinaires où on peut très facilement poser quelques questions à ses salariés parce qu'on a identifié qu'il y avait un établissement, une région, un service où c'était un peu plus compliqué qu'ailleurs et où le niveau de stress était plus élevé qu'ailleurs. Et on a la faculté de poser quelques questions très simplement par un outil très convivial aux salariés pour comprendre mieux déjà. Donc des enquêtes Pulse, c'est la première chose, comprendre. Après, on est vraiment convaincu de la formation, de la communication, de la formation, des programmes vraiment de banalisation et de vulgarisation de ces sujets-là dans l'entreprise. On doit accueillir le stress, on doit aider les salariés à la résilience. Je ne suis pas sûre qu'on puisse faire des miracles en termes de réduction de stress et de transformation profonde de l'environnement de travail. Par contre, on a quand même de beaux exemples dans l'économie ou dans les grandes entreprises sur un environnement de travail plus accueillant, plus agréable et un accompagnement à la résilience du salarié, lui apprendre à s'occuper mieux de lui, à connaître ses limites, à connaître ses barrières, à savoir quand est-ce qu'il a besoin d'aller dormir ou de travailler moins ou de débrancher tout, le droit à la déconnexion.
quand est arrivé ce moment-là. Donc, à la fois former le salarié et à la fois vraiment former les managers, former le leadership sur les bonnes pratiques pour accompagner ces sujets-là me paraissent les priorités. En fait, c'est vraiment par là, je crois, qu'il faut commencer. Très bien. Je crois que c'était toutes les questions que nous avions, à moins que Jocelyn, qui nous accompagne aujourd'hui sur l'administration de ce webinaire, en ait reçu d'autres. Pas de questions à signaler pour le moment. Très bien. Écoutez, si nous en sommes d'accord, on va clôturer ce webinaire. Et merci Anne pour ces informations et la présentation de ces chiffres. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter le webinaire en ligne sur le site willisterswatson.com. Vous retrouvez avec nos billets de blog, avec le contenu, l'intégralité de nos supports. Si vous avez des questions, vous pouvez passer par le site internet. Vous pouvez aussi contacter directement vos interlocuteurs habituels. Anne s'est proposé de faire la hotline, n'hésitez pas. Elle est extrêmement disponible, je plaisante. Et sachez, je vous le rappelle, Anne y a fait allusion que dans le cadre des webinaires, dont celui-ci était le second, le troisième webinaire qui correspondait à la restitution des informations sur les grandes enquêtes que nous avions réalisées l'année dernière. Le troisième webinaire a lieu le 23 octobre à 11h30. Il sera animé par Pierre Wendling et Mourad Bentoumi, qui sont les responsables, les patrons de l'activité retraite et épargne salariale côté Willis Towers Watson. Le thème sera la retraite et le bien-être financier au cœur des attentes des salariés. Et bien évidemment, ça fait toujours écho à la grande réflexion que nous avions eue en juin dernier sur le salarié qui devient consommateur de ses bénéfices. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci Anne. Écoutez, avec grand plaisir. Et nous espérons avoir l'occasion de pouvoir réitérer cet exercice et de te réentendre sur le bien-être des salariés. Merci à tous, bonne journée, bon appétit, au revoir.